Merci de choisir Kavi TV. Bienvenue à tous dans ce journal dont voici le sommaire. 5 ans de prison ferme, 5 milliards de francs guinéens et la saisie de plusieurs de ses biens. C'est la peine retenue contre l'ancien ministre de la Défense nationale Mohamed Ghané. Le verdict est tombé ce mercredi par devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF. 18 décembre 2023, 18 décembre 2024, il y a un an jour pour jour depuis l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum, un incendie qui a causé d'importants dégâts au pays, précisément au centre-ville. 365 jours après, comment vivent les sinistrés? Le constat à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. L'ancien ministre de la Défense nationale, Mohamed Ghané, a été condamné ce mercredi par la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, reconnu coupable des faits de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux. Il écope de 5 ans d'emprisonnement et du paiement d'une amende de 5 milliards de francs guinéens. Aïssa Touba, en Soubaïlo Baldé pour plus de détails. C'est un coup de tonnerre pour l'ancien proche d'Alpha Condé. Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense, vient d'être condamné à 5 ans de prison ferme et au paiement de 5 milliards de francs guinéens pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Son avocat considère qu'il y a carrément une erreur judiciaire. C'est tout sauf la justice. Et heureusement, Dr Diané a déclaré publiquement que je ne fais pas confiance à la justice. Il les a regardés dans les yeux pour dire, monsieur le juge, vous êtes au service d'une transition, je ne vous fais pas confiance. Quand un justiciable te déclare qu'il ne te fait pas confiance, pourquoi vous allez le juger? Il n'y a pas eu de débat, ni public ni contradictoire. C'est une honte et c'est sombre pour la justice guinéenne. On va relever appel, ça ne nous fait ni chaud ni froid. La partie civile, qui a réussi dans sa lettre de constitution, se réjouit partiellement de la décision de la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF en abrégé. On vient de sonner le glas de l'impunité des infractions économiques et financières. Voilà un enseignant, un professeur de biologie, qui n'avait même pas une case à Conakry avant, n'est-ce pas, de bénéficier de son premier décret, mais qui, au bout de 10 ans, se retrouve avec des biens immobiliers presque dans toutes les communes de Conakry. Et il est même parvenu à acheter la moitié de la ville de Kankan. La Cour a également ordonné la confiscation au profit de l'État de tous les biens immobiliers de l'ancien ministre situé à Kankan, Forekaria, Koya et Conakry. De même, tous les comptes bancaires en devises et en francs guinéens appartenant à l'accusé seront saisis. Dr Diané devra verser une somme de 500 milliards de francs guinéens à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par l'État. Cependant, la Cour a exclu la confiscation des biens enregistrés au nom de l'épouse et des enfants du condamné. Sur le même dossier, l'avocat de la partie civile qui représente l'agent judiciaire de l'État n'est pas totalement satisfait de la décision rendue par la CRIEF. Maître Pépé Antoine Lama évoque l'exclusion de la saisie des biens de l'épouse de Mohamed Ghané. Suivez. Nous sommes partiellement satisfaits parce que nous ne partageons pas la position de la Cour selon laquelle les biens immatriculés au nom de son épouse soient exclus, n'est-ce pas, des biens à confisquer au profit de l'État. Nous considérons que l'épouse de Dr Mohamed Diané n'a pas les moyens financiers de s'acheter un tel immeuble. Je souligne d'ailleurs que c'est là où réside Dr Mohamed Diané. Il n'a pas les moyens et aucune justification n'a été rapportée pour dire que cet immeuble a été acquis par des avoirs licitement acquis de l'épouse de Dr Mohamed Diané. Donc sur ce, nous allons nous concerter avec l'agent judiciaire de l'État et au besoin, nous n'hésiterons pas à attaquer cette décision sur ce point.
Propos recueillis par Ansou Bailo Baldé. Démantèlement des zones criminogènes pour résoudre la brouille née du rapatriement de certains citoyens léonais vivant en Guinée. L'ambassade de la Sierra Leone était ce mardi sur le terrain aux côtés du procureur général près la cour d'appel de Conakry. Fallou Doumbouya a martelé que l'opération en cours ne vise pas les ressortissants sierra-léonais seulement, mais toutes les personnes qui habitent dans les zones criminogènes. Guy Babari, reportage. Les opérations de démantèlement des zones criminogènes ne visent pas une nationalité donnée. Le but est plutôt d'endiguer la grande criminalité devenue préoccupante dans le Grand Conakry. C'est une précision du procureur général près la cour d'appel de Conakry. Il cherche que cette opération ne vise pas les Léonais, mais vise toutes les personnes qui habitent dans les zones criminogènes. Vous allez constater que dans les quartiers où il y a des Léonais qui ne sont pas en contact avec la loi, on ne les touche pas. Mais toutes les personnes qui sont dans les zones criminogènes, rassurez-vous, la loi va être appliquée à l'égard honnête, à l'égard de tout le monde, quel qu'en soit son statut, quelle qu'en soit sa nationalité. Cette dynamique de démantèlement des zones considérées criminogènes est certes saluée par les autorités sierra-léonaises. Elle déplore toutefois la manière dont certains de leurs compatriotes ont été expulsés. Un acte fustigé par Freetown. Omar Sita Touré est l'attaché de presse de l'ambassade de la Sierra Leone en Guinée. Il y avait quelques actions que les autorités font qui ne pas nous plaire. Donc on est là pour voir que ça ne répète pas. Qu'il prend les Sierra Leonais pour faire le retour en Sierra Leone. Ça, c'est pas Sierra Leone et la Guinée. Nous sommes des frères et des sœurs. Donc, nous voulons résister, de refouler les Sierra Leonais en Guinée. Il n'y a pas Guinéen qui est légalisé en Sierra Leone, il n'y a pas Sierra Leone qui est légalisé en Guinée. Nous sommes les mêmes. Le procureur général Fallou Doumbouya prévient que cette démarche ne sera pas un fait de paille. Il annonce d'ailleurs qu'après le Grand Conakry, les régions de Kindia, Boké, Mamou, la baie du ressort judiciaire de la cour d'appel vont suivre. Je vous le disais en titre, il y a de cela une année, jour pour jour, depuis l'explosion du dépôt central d'hydrocarbures dans le centre-ville de Conakry. Une dure épreuve pour la Guinée. Un an après, les impactés disent commémorer cette date avec amertume, passant les nuits à même le sol. Certains peinent jusque-là à reconstruire leur maison. C'est un constat fait par notre reporter Amara Bangoura. Suivez. Dans le centre-ville de Conakry, Momo Sako, propriétaire d'une cour, incarne la résilience. Chaque matin, depuis l'explosion du dépôt central d'hydrocarbures, il veille sur les ménages désertés, sa chambre témoignant d'un passé désormais révolu. L'absence de moyens entrave sa reconstruction. Vous avez vu, je passe la nuit dans le fauteuil. Effectivement, les gens ne sont pas contents, mais moi, je sais que je vis ici. Parce qu'il ne faut pas abandonner. C'est un bien paternel. La maison familiale de Mohamed Sifoké Touré, financée sur fonds propres, est en chantier. La commémoration de l'an 1 de l'incendie ravive l'amertume des 365 jours écoulés. Il n'y a pas un centime de l'État ici. Voilà, d'autres ont contracté des prêts. À certains endroits, c'était des cotisations familiales aussi, ce qui nous a permis de rester encore à quarantaine jusqu'à ce jour. Selon les chiffres officiels, 24 personnes ont perdu la vie, de nombreux blessés et des dégâts matériels ont été enregistrés. Une enquête avait été annoncée par le gouvernement, mais à ce jour, aucune information n'a été communiquée, comme le souligne le président des sinistrés. Nous n'avons pas reçu d'enquêteurs et nous n'avons même pas d'informations sur l'enquête. Parce qu'il faut savoir que les premières heures qui ont suivi, le gouvernement a clamé un présumé incendie criminel. Une thèse que nous soutenons aussi au niveau des sinistrés. Donc aujourd'hui, nous voulons connaître le résultat de ces enquêtes-là. En attendant les conclusions de l'enquête, les habitants de Kalom persistent dans leurs efforts pour reconstruire leur vie et foyer. La douleur de cette tragédie se mêle à la résilience de la communauté, toujours en quête d'un avenir plus sûr et de réponses. Un an après, l'ombre de la tragédie demeure, mais l'espoir guide chaque pas
vers la reconstruction. Le 18 décembre de chaque année est célébrée aussi la Journée internationale des migrants. Bien que la migration irrégulière soit déconseillée, il faut rappeler l'importance des migrants dans la croissance économique et du PIB des pays dans lesquels ils travaillent. À cet effet, notre rédaction a interrogé un revenant de la Libye qui dit avoir subi plusieurs exactions. Son récit avec Ansoubaïlo Baldé et Amara Bangoura. C'est en 2016 que Mamadou Saliouba a décidé de partir en Europe par la voie irrégulière. Sa décision est venue à la suite des publications de ses amis qui ont pu traverser la Méditerranée pour rejoindre les pays de l'Europe. J'ai vu des amis qui voulaient partir parce qu'on vivait ici avec un groupe. Il y a 3, 4, 5 personnes qui sont parties, ils ont tenté par la Libye, ils sont rentrés en Italie, l'autre est arrivé en France, les autres sont partis en Allemagne. Quand ils sont partis, on a vu leurs photos, ils nous ont parlé, on les a dit, bon, attendez, nous aussi, pourquoi pas qu'on tente d'aller pour voir si on pourra rentrer. C'est ainsi que Saliou a pris la route pour tenter l'aventure. J'ai décidé de quitter ici le 9 mai 2016. J'ai quitté Conakry environ 6 heures du matin avec les véhicules qui partent à Bamako. Je suis parti de Conakry à Bamako, Bamako, Burkina, où on a rencontré un très grand calvaire. Ces calvaires se définissent entre autres par les tracasseries sur la route et au niveau des frontières. Et c'est de Mali-Bamako au Burkina Faso en passant par le Niger jusqu'en Libye. Malgré qu'on avait nos documents, on avait des documents. On pensait que c'est l'Union africaine. On avait l'accès de rentrer là-bas avec un passeport guinéen. Oui, mais ils ont fouillé tout le monde. Tout ce qui avait de l'argent, ils ont pris tout. Et ils nous ont pris encore, nous envoyer jusqu'à la frontière Burkina-Niger. Oui, ils nous ont... Quand on est arrivé là-bas, ceci-là aussi, on demandait de l'argent. Les autres avaient pris déjà l'argent à la rentrée. Il n'y avait pas de l'argent. Arrivé en Libye, la vie ne sera pas facile pour Mamadou Saliouba et ses collègues. De Ben Walid d'abord pour partir à Tripoli, si j'avais la possibilité de me retourner, j'allais me retourner. Les citernes de carburant que vous connaissez, on ouvre les vocaux en haut. C'est dans ça on met les gens, vous restez dans le fût pour parcourir 140 kilos. Et ils vont mettre chaque citerne, ils vont mettre 115 personnes. C'est comme ça on est parti. Arrivé à Tripoli, on était épuisé complètement. C'est dans l'attente de passer la mer pour l'Europe qu'ils ont été arrêtés en Libye et envoyés en prison. Depuis la maison de détention, une vente de prisonniers a été exécutée à la demande de certains originaires du pays. Il y a eu un problème, ils sont venus ramasser tout le monde. Tout le monde nous envoyait en prison. C'est dans la prison là-bas, on a resté 2 semaines en prison. Il y a un monsieur qui est venu là-bas, il a dit que lui, il est venu payer les prisonniers pour les envoyer, pour les faire travailler. Ils nous ont vendus, on est parti dans les champs des gens pour aller travailler. Et tu travailles du matin jusqu'à 18 h. Tu n'as que droit à un muscle de pain et un bidon d'eau. Plus rien d'autre. Tu ne vas pas te reposer encore. Mamadou Saliouba est diplômé en droit islamique. Il est revenu en Guinée avec un espoir brisé d'aller trouver du bonheur ailleurs. Son triste sort, il le garde encore en mémoire. Halte à la migration irrégulière. Un mot de santé pour terminer. Afin de lutter contre la pneumonie et les gastro-entérites chez les moins de 5 ans, les organisations de la société civile
Le réseau Afrique de la jeunesse de Guinée, RAJGI, Femmes, Enfants, Jeunes, Éducation et Développement, FEJED Guinée, plaide auprès du gouvernement guinéen pour l'introduction des vaccins PCV et le rotavirus. Les membres de ces organisations de la société civile souhaitent à ce que ces deux vaccins soient introduits durant l'année dans le programme de vaccination. Mamadou Tanoba. Les organisations de la société civile, notamment le réseau Afrique de la jeunesse de Guinée RAJGI, Femmes, Enfants, Jeunes, Éducation et Développement FEJED Guinée et leurs partenaires Vaccine Network, plaident auprès du gouvernement guinéen pour l'introduction des vaccins PCV contre la pneumonie et le rotavirus contre les gastro-entérites. Ces deux vaccins sont d'une importance capitale dans la lutte contre la morbidité et la mortalité infantile en Guinée. Fantasila, présidente de l'ONG FEJED Guinée, a présenté le document de plaidoyer. Ce projet a comme objectif de plaider en faveur de l'engagement du gouvernement de la Guinée et du Sud-Soudan pour accélérer l'introduction du vaccin en Guinée et aussi améliorer les compétences des agents de santé pour l'administration, c'est-à-dire la perception des agents de santé pour qu'ils sachent que ce projet existe et que la société civile est en train de se battre aujourd'hui pour l'introduction de ce vaccin, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le taux de mortalité en Guinée, c'est vraiment inquiétant. Le responsable des programmes de RAJGI, Abdoulaye Djenab Kamara, a passé le message de plaidoyer pour l'introduction des vaccins PCV et rotavirus en Guinée le plus tôt que possible pour sauver la vie des enfants. En effet, l'introduction de ces vaccins PCV et rotavirus dans le calendrier vaccinal de la Guinée permettra à coup sûr de réduire considérablement la mortalité et la morbidité infantile, renforcer notre système de santé en diminuant les cas graves nécessitant des hospitalisations. Sékou Doré, rapporteur au sein de la commission santé du CNT, a rassuré le consortium des organisations de la société civile quant à l'engagement du président du Conseil national de la transition à appuyer ce document de plaidoyer au niveau du gouvernement. Ce message de plaidoyer tombe dans les bonnes oreilles parce que le président du CNT sera le premier défenseur de votre plaidoyer et auprès des membres du gouvernement. C'est pourquoi, étant conscient sur cette question de santé, le CNT a promis dans le de la Constitution, dans la nouvelle Constitution, un article qui est la couverture santé pour tous. La pneumonie et les gastro-entérites sont respectivement la première et la quatrième cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans en Guinée. L'introduction des vaccins PCV et rotavirus dans le programme de vaccination pourrait fortement augmenter les chances de survie des tout-petits. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site, le www.siaminfo.com. À très vite sur KVTV.